Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 4 août 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont donc terminé en hausse lundi, profitant essentiellement de l'amélioration plus forte que prévue de l'activité manufacturière en Chine, aux États-Unis et en zone euro. L'indice ISM, justement, manufacturier, a traduit une accélération plus importante que prévu de la croissance de l'activité aux États-Unis en remontant à 54,2, son plus haut niveau depuis près d'un an et demi après 52,6 en juin. Donc effectivement, au-dessus de 50 en général, on parle d'expansion de l'activité et en dessous de 50, on est plus dans une contraction de l'activité. Alors, cette bonne surprise a dopé la hausse des actions américaines et européennes, déjà bien orientées après les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit, montant un retour de la croissance pour l'activité manufacturière en juillet pour la première fois depuis début 2019. Enfin, en Chine, l'activité du secteur a également progressé le mois dernier au rythme le plus rapide depuis près de 10 ans grâce au retour de la demande intérieure après la crise du coronavirus. Côté US, Wall Street a aussi terminé en hausse, soutenu par le regain d'activité observé sur le front des fusions-acquisitions et par, encore une fois, les espoirs de voir aboutir à Washington les négociations autour d'un nouveau plan de relance d'environ 1000 milliards de dollars. Alors bien évidemment, le Dow Jones, lui, a été dopé par Microsoft, qui a quand même pris plus de 5,5% après avoir annoncé que la société poursuivrait ses discussions sur l'acquisition des activités américaines de TikTok, l'application mobile. Donald Trump a confirmé lundi soir avoir donné 45 jours à l'application chinoise TikTok pour vendre ses activités aux États-Unis sous peine de les interdire le 15 septembre. Encore une fois, escalade des tensions entre Pékin et Washington sur un peu les données privées et Donald Trump avait prévu, en tout cas refuse que l'application TikTok soit propagée aux États-Unis sous un contrôle chinois et préférait en tout cas que l'entité soit vendue à une filiale américaine comme Microsoft, en tout cas la filiale TikTok américaine selon Donald Trump, devrait appartenir à une société américaine. Alors, les investisseurs veulent par ailleurs croire en la signature prochaine d'un accord sur le plan de relance aux États-Unis, où démocrates et républicains ont repris les négociations en vue d'une prolongation des mesures dont bénéficiaient des millions d'Américains au chômage jusqu'à la semaine dernière. Alors, les discussions achoppent notamment sur l'allocation hebdomadaire supplémentaire de 600 dollars versés aux millions de chômeurs américains depuis mars et qui a logiquement pris fin le 31 juillet. Et les démocrates voudraient la prolonger, tandis que les républicains, eux, souhaitent l'abaisser à 200 dollars. Enfin, le catalyseur de la semaine sera bien évidemment, face à ces allocations, face à ces millions de chômeurs même, le NFP de vendredi, qui permettra de prendre la température, encore une fois, sur la reprise économique aux États-Unis. On attend quand même, le consensus table quand même sur plus de 10% de chômeurs pour le mois de juillet. Donc, bien évidemment, les investisseurs vont scruter ces statistiques en fin de semaine, puisque ce sera bien entendu le catalyseur de la semaine. Côté macro, ici, c'est le bilan des banques centrales, que ce soit la BOJ, la Fed, la BCE, la Bank of England. Et nous assistons un peu à la plus grande expérience de l'histoire monétaire, puisque le bilan de la Banque du Japon a dépassé 120% du PIB,
Donc, on est très loin devant les autres banques centrales. Pour rappel, la BCE, on est aux alentours de 54% du PIB de la zone euro et celui de la Fed aux alentours à peu près de 36% du PIB américain et Bank of England un peu moins, on est aux alentours de 32%. Alors bien évidemment, la question est de savoir, quand on voit ce graphique, et de savoir combien de temps encore le bilan peut continuer à croître sans que les marchés en fait ne perdent confiance dans les banquiers centraux. Effectivement, car une perte de confiance dans les banquiers centraux et dans la monnaie peut provoquer quelques dégâts sur les marchés et une nouvelle crise bien évidemment derrière, par ricochet. Et effectivement, on constate que la faiblesse, du moins l'augmentation massive de l'endettement américain et une croissance molle, eh bien, risque de provoquer une perte de confiance des investisseurs dans le billet vert. Et c'est actuellement ce qu'on a eu le cas au mois de juillet. On a quand même eu une dépréciation du billet vert, puisqu'on a un endettement qui a explosé, des plans de relance de plus de 1000 milliards que ce soit par le gouvernement, une Fed qui augmente son bilan de 3 000 milliards en seulement 3 mois. De ce fait, on assiste justement à un peu une sorte de perte de confiance, mais en tout cas pour l'instant, même si le dollar reste la monnaie de référence, mais à une dépréciation du dollar face à ces éléments qui viennent un peu perturber l'environnement économique. Bien évidemment, le Japon est hors catégorie, mais quand on voit ce graphique, effectivement, ça soulève quelques interrogations, quelques questions, à savoir si oui ou non les politiques monétaires aberrantes, ultra commandantes des banques centrales finiront tôt ou tard par créer une perte de confiance. Et imaginez actuellement des marchés qui sont tournés vers les liquidités, essentiellement, qui sont tournés vers les banquiers centraux. Si demain il y a une perte de confiance à travers ces institutions, eh bien cela pourrait créer effectivement quelques dégâts sur les marchés financiers et on risquerait de vivre en tout cas ou de connaître un nouvel ouragan financier. Ici justement, pour mettre en perspective ce que je viens de dire avec la faiblesse du dollar, c'est la performance des principaux actifs financiers. Alors que le mois de juillet s'est avéré être un mois décent pour les actifs à risque, c'est surtout la performance de plusieurs actifs qui vont attirer notre attention. Le premier, bien évidemment, eh bien, c'est celui de l'argent, qui a quand même connu son mois le plus fort depuis décembre 1979, avec une performance aux alentours de plus 35% uniquement sur le mois de juillet. Très clairement en première position sur le podium. La deuxième, c'était la faiblesse du dollar, avec l'indice dollar qui a le plus chuté en un seul mois depuis septembre 2010. Effectivement, on a quand même eu une hausse, comme vous l'avez constaté, un rallye assez impressionnant sur l'euro-dollar. Et bien entendu, eh bien, la faiblesse du dollar, elle, a profité aux métaux précieux, donc au silver, mais surtout au gold, qui a quand même aussi réalisé une performance assez remarquable, même si le gold a le vent en poupe très clairement depuis le début de l'année, depuis fin 2020, même depuis début 2019. Là, actuellement, eh bien, on se retrouve quand même, on est sur des plus hauts historiques. De ce fait, eh bien, les métaux précieux ont su très clairement, sur la période du mois de juillet, eh bien, tout simplement tirer leur épingle du jeu. Et cela permet, encore une fois, eh bien, de pouvoir arbitrer son portefeuille ou ses portefeuilles en fonction de la dynamique qu'on a actuellement sur le marché, une faiblesse du dollar, des inquiétudes d'un point de vue des marchés financiers toujours avec une volatilité assez extrême et une escalade des tensions bien évidemment entre la Chine et Washington, la monétisation de la dette, la dépréciation du dollar, donc les valeurs, les métaux précieux en tout cas, eh bien, surperforment très clairement actuellement sur la période du mois de juillet.
Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui évolue à l'équilibre. Ce matin, presque flat. Alors où en sommes-nous? On a quand même eu une belle poussée hier sur le CAC, aussi le DAX, comme je vous le disais, suite aux bons chiffres manufacturiers, les PMI qui sont ressortis à des niveaux assez importants, qui montrent une expansion de l'activité, et l'Europe pourrait renouveler plus rapidement que prévu avec la croissance. De ce fait, eh bien, ces bons chiffres ont été salués hier par les investisseurs. Et derrière, pour le moment, ça cale, j'ai envie de dire, du moins on se stabilise. Reste à savoir si c'est un rebond technique ou est-ce qu'on a un point bas de court terme. Pour ma part, tant qu'on est sous 4930, je considère que les vendeurs ont la main. On a stoppé, du moins on a fait un point bas ici qui ne correspond pas à grand chose. Pour ma part, je vise quand même toujours les 4700, tout simplement car on aurait probablement un range à venir. Et donc si je prends les points de contact ici, voilà, juste ici, on obtient quasiment un deuxième point de contact ici, il en a déjà deux, et donc un troisième point de contact aux alentours des 4700 points, me semble en tout cas pertinent. Là, on est quand même sur le pivot clé de la semaine dernière qui a permis une grosse accélération baissière. Et pour l'instant, pas neutre, mais certes, on a eu un rebond technique, mais pas suffisant pour affirmer une poursuite de la hausse. En tout cas, tant qu'on est sous 4930 et la MM50, de plus, on est quand même sorti par le bas de ce canal haussier, ouvrant la voie techniquement à une correction un peu plus profonde. Je m'attends quand même plus à un retour sur les 4007 et sur ce niveau, du moins dans cette zone 4007-4580, pourquoi pas chercher des achats. Ça, c'est ma zone ici qui me semble en tout cas optimale, intéressante pour se positionner pour des swings. Là, vendeur, pourquoi pas sur ce niveau-là. Et pour celles et ceux qui cherchent des achats, eh bien, tout simplement revenir aux bases du trading range et d'attendre un retour sur la borne basse. Donc voilà, dans un premier temps, la zone 4007 me semble pertinente en cas de cassure et si on enfonce un peu plus loin, étant donné qu'on a une sortie de triangle, eh bien, ce sera la fameuse zone de polarité qu'on a travaillé durant de nombreuses semaines avant de casser à la hausse. Mais ici, c'est une zone d'achat, en tout cas, où il faudra essayer de trouver des achats dans cette zone. Et pour le moment, je considère qu'on est encore au milieu de nulle part. On est plus sur un rebond technique qu'une reprise haussière. D'où l'importance vraiment d'attendre, de se positionner vraiment sur des niveaux clés de marché. En données 4 heures, on n'a pas beaucoup d'informations actuellement. On fait toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas actuellement. Le précédent plus haut est ici. Donc là, on est toujours dans une théorie d'eau baissière, en tout cas à court terme. D'où l'importance vraiment de ce pivot à franchir pour parler de reprise haussière, en tout cas de fin de baisse et pourquoi pas revenir sur les niveaux précédents. Mais pour moi, on a quand même pas mal d'obstacles et la semaine dernière, la bougie impulsive a quand même envoyé un signal, je trouve, de fin de hausse et j'envisage, c'est pour ça que j'envisage plus une stabilisation à venir pour le mois d'août dans ce fameux range 5200, 4007, on est quand même sur un range de 500 points, c'est quand même déjà pas mal. Et pourquoi pas sur excès venir chercher cette zone de polarité ici à 4550. Concernant le DAX, donc lui très clairement qui surperforme hier et qui a bien évidemment confirmé son double bottom. Alors on va basculer en daily sauvé par la moyenne mobile 50 derrière. Effectivement, ici, on a un peu une structure en étoile du matin, belle bougie flux, bougie avec peu de corps, bougie flux qui parvient à reconquérir la même 50 et qui clôture. Donc, sentiment qu'on a quand même une étoile du matin. On n'a pas beaucoup de chandeliers juste avant. La baisse n'est pas assez significative, je trouve, mais un pattern est en train de se former.
Toutefois, pareil, hein, ce matin, on ouvre en gap et pour moi, sous 12 775 points, les 12 775 points, c'était pareil, le pivot à franchir pour l'accélération. Donc, tant qu'on est sous ce niveau, je considère que les acheteurs n'ont pas su garder la main. Encore une fois, que les vendeurs pourraient une nouvelle fois se manifester, sortir du bois. Et là, actuellement, c'est le cas. Effectivement, hier, on analysait sur une dette temps plus courte ce double bottom. Donc, très clairement, l'objectif a été atteint avec un environ à 12 680, 12 720, j'évoquais hier. Donc, objectif atteint et maintenant j'ai plus l'impression balle au centre. Les acheteurs ont réussi à déclencher un rebond technique. On a quand même pris 400 points en ligne droite depuis vendredi, depuis la clôture, plus de 400 points. Là, on a eu un bel avalement horaire baissier sous MM50. Donc, prudence pour le moment, sentiment de rebond technique. Voilà ce que je constate actuellement sur les marchés, à court terme en tout cas. La dynamique est plutôt neutre pour l'instant. Les acheteurs ont tenté de reprendre de la hauteur et derrière, c'est plutôt les vendeurs qui se sont manifestés ce matin. Donc, pour moi, pareil, sous 12 575, encore une fois, un peu une zone de neutralité. Au-dessus de 12 775 points, très clairement, les acheteurs reprendraient la main et on pourrait aller chercher 13 000, revenir sous la zone de polarité à 12 940. Ici, grosse zone de neutralité et en dessous de 12 575, et bien comme pour le CAC, je n'exclus pas un retour sur les plus bas à 12 300 points, avec bien évidemment voilà, la zone qui m'intéressait, qu'on est quasiment venu chercher, c'était la zone 12 190. On a une très très grosse zone à franchir ici pour accélérer à la baisse. Voilà, c'est cette zone-là. 12 190, 12 140. MM50, MM200 hebdo, couplé à la MM200 daily. Donc, très clairement, ça va être la zone chaude et ça, ce sera le pivot swing. En tout cas, pour une vente, pour une correction plus profonde, eh bien, ce sera ce gros niveau à franchir qui permettrait d'aller combler les gaps qui ont été laissés ouverts en cours de route. Concernant le Dow Jones, alors, en hausse, certes, de quasiment 1%, mais sous résistance. Sous résistance, actuellement, les futurs sont flat. Alors pareil, on avait ce sentiment de double bottom ici qui a été validé hier, mais ça a calé, enfin du moins l'objectif. Bon, on va d'abord rester en daily. Là, en hebdomadaire, on constate très clairement qu'on est sous résistance, encore une fois, cette fameuse résistance qu'on travaille depuis maintenant 4 semaines, qu'on fait de l'excès sur mèche, mais c'est surtout la clôture qui est importante. Donc pour l'instant, les acheteurs sont très clairement maintenus en échec sous ce niveau et seule une cassure de ce niveau permettrait une accélération pour rejoindre les 27 335. En daily, force est de constater qu'on est sous la résistance et qu'on a notre oblique juste au-dessus de la tête ici, voilà, qui risque, après avoir fait une cassure, pour être tout simplement un pullback. Pour moi, on est quand même une grosse zone de neutralité entre les MM50, MM200 et l'oblique et la résistance. Donc très clairement ici, c'est zone d'incertitude. Au-dessus de ce niveau, plutôt acheteur. En dessous de cette zone, eh bien baissier pour aller chercher 1, 25 390, 2, tout simplement la borne basse du range. Et pour finir, en daily, effectivement, on a eu la confirmation du double bottom ici qui a bien été validé, mais en fin de séance, quand même, on constate que les indices ont quand même calé dans leur ensemble et l'objectif théorique, alors il n'est pas invalidé ce double bottom, mais freiné en tout cas par la fameuse résistance et objectif partiel. Voilà, on a atteint un objectif partiel pour l'instant, donc à confirmer avec la séance du jour aujourd'hui. Mais pour moi, on est quand même toujours dans une zone ici de neutralité. On pourrait très bien évoluer dans ce range-là, encore une fois, avoir un nouveau range quasiment ici,
de neutralité avec la MM50, MM200 en soutien, haussier au-dessus de cette zone et baissier en dessous, et pour l'instant plus une situation de trading range. Sur le Dow Jones, je trouve quand même qu'on manque un peu de visibilité à moyen court terme, sachant qu'on va quand même avoir le NFP ce vendredi qui, lui, par contre, devrait permettre eh bien, d'éclaircir l'horizon d'ici la fin de la semaine. L'euro USD. Alors, l'euro USD, toujours intéressant, toujours dans un scénario plutôt de repli de l'euro. Pour viser un pullback tout simplement sur l'oblique. Ici, je cherche toujours le pullback sur les 1,16, 1,15,90, suite enfin à l'avalement qu'on a eu ici, donc un pattern de retournement, un avalement baissier, qui vient stopper ce rallye haussier. En données 4 heures, la divergence baissière qui vient de prendre, enfin, qui a été validée hier, même vendredi, elle a été validée, pardon, donc cette divergence a été validée vendredi, donc fin de hausse couplée avec l'avalement baissier, bien évidemment MM50 en soutien, et là, ce qui m'intéresse, c'est potentiellement cette ETE qu'on est en train de former en données 4 heures. Pareil, vous voyez, avalement baissier, pattern de retournement, divergence sur RSI, potentiellement une épaule, tête, épaule. Donc, plusieurs éléments techniques qui plaident pour une correction à venir. Et bien évidemment, si on valide cette ETE, donc à confirmer, il faudrait qu'on repasse en dessous des 1,17. L'objectif théorique, lui, est bien plus bas. C'est 1,1530, voire 1,14,6. Mais dans un premier temps, plutôt, toujours, je cherche le pullback sur l'oblique de long terme et sur les 1,1590. Mais en tout cas, à surveiller car l'euro montre quand même quelques signes de faiblesse. Enfin, pour terminer le Forex, le GBP AUD. Alors, le GBP AUD qui a rebondi sur sa zone de support hebdomadaire juste ici et qui s'attaque maintenant à l'autre zone qu'on a travaillé ici, ici sur les clôtures de bougies, encore là, à l'autre zone de résistance. Donc là, on pourrait potentiellement avoir un range et effectuer un reverse. Pour celles et ceux qui se sont positionnés ici sur le reverse, sur le support, on l'avait déjà évoqué dans les stratégies bourse. Ici, on arrive sur la résistance. Donc, potentiellement une grosse résistance hebdomadaire, voire mensuelle. Si on affine en daily, effectivement, on constate qu'on a potentiellement un range à venir. Juste ici, donc anticipation du range avec plusieurs points de contact. Et que derrière, on a quand même fait on est en train de faire une belle configuration. On est sur zone, zone hebdomadaire, voire zone mensuelle de résistance, anticipation du range à venir avec deux points de contact juste ici, et derrière, on a fait une belle bougie flux, un gap haussier, donc assez rare sur le Forex, et qui permet justement de renforcer le pattern de retournement, puisque l'étoile du soir, il y a un gap entre la première et la deuxième bougie, et derrière, avalement, mais surtout étoile du soir. Donc on est en train ici de faire une belle bougie impulsive qui, si elle clôture actuellement un signe, eh bien, confirmerait tout simplement un signal de retournement et donc permettrait d'effectuer un reverse pour retourner sur la zone basse des 1,78 et donc d'évoluer dans un range. Donc ici, à surveiller en clôture, mais pareil, on est sur une zone intéressante, en tout cas sur le GBP-AUD, et cela pourrait ouvrir la voie. Pareil, on avait quasiment une divergence ici à surveiller. Très petite, mais petite divergence juste ici, actuellement en cours. Elle a été validée à la sortie. Elle n'est pas extraordinaire, je la note quand même, et puis elle apparaît sur une zone, donc c'est ça qui est intéressant. Et derrière, ce serait
bien évidemment, encore mieux, ça renforcerait le signal d'avoir une belle clôture daily pour permettre d'effectuer un reverse et donc de viser la zone d'équilibre du range à 1,8064 et tout simplement de retourner sur la borne basse du range vers les 1,7830. Les matières premières maintenant, avec le gold. Toujours dans une phase de stabilisation. Est-ce qu'on a vraiment une sortie de biseau? J'en suis pas si sûr. Je vais quand même basculer en daily pour voir la tête de la bougie. Mais on est dans de l'indécision pour l'instant. On est plus dans de l'indécision, dans de la consolidation, phase de latéralisation aussi. Bon, j'attends quand même un repli, le temps de dégonfler l'indicateur qui était un peu quand même suracheté. Mais le marché, je dirais pas qu'il semble indécis, mais reprend son souffle, en tout cas pour l'instant. En données 4 heures, on avait potentiellement ce biseau. Bon, je considère que j'aime pas les sorties de figure en latéralisation, car ça ne veut absolument rien dire, malheureusement. Une sortie doit se faire sur une bougie flux, une bougie impulsive, et une sortie en latéralisation, bien souvent, la figure risque de dysfonctionner. Et là, c'est un peu le cas pour l'instant, mais à surveiller. Très clairement, ici, pour le moment, on est plutôt sur un point haut, d'où l'intérêt pour les traders de court terme, bien évidemment, qui cherchent à se positionner pour prendre le train, et bien d'attendre un repli, soit sur les anciens plus hauts historiques, soit en cas de correction plus profonde sur les 1880. Mais ici, je ne considère pas que c'est un point d'entrée optimal pour se mettre dans une phase de trend following, j'ai envie de dire, et d'accompagner le momentum le plus loin possible. En trend following, soit vous rentrez sur des replis, soit vous rentrez sur des cassures de précédents plus hauts. Donc, ici, ce serait là on avait un range, donc cassure des précédents plus hauts ici. Là, c'était ici. Là, c'était ici. Donc voilà, le trend following, c'est soit sur repli, soit sur cassure des précédents plus hauts. Et là, pour le moment, voilà, on avance un peu en crabologie, si vous voulez. On n'a pas vraiment un plus haut qui est notable, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment, une cassure de plus haut, ce serait quasiment vers ici. Mais là, ce serait plus pertinent, selon moi, d'attendre un repli plus qu'une cassure d'un plus haut, étant donné qu'on a quand même plusieurs indicateurs de momentum qui sont surachetés, en tout cas à court terme. Le Brent. Stabilisation du Brent, pas grand chose à dire, encore une fois, en tout cas en daily. Certes, on a toujours cette configuration de rounding top, de sortie de biseau, avec plusieurs bougies avalement, un peu en avalement, pendues, mais le Brent est tiraillé, j'ai envie de dire. Et pour le moment, tiraillé entre la reprise économique qui s'annonce plus faible et donc la demande de pétrole aussi. Effectivement, si aux États-Unis, on a quand même une flambée de cas de coronavirus, de ce fait, par ricochet, encore une fois, eh bien, la demande d'or noir ne pourrait en tout cas diminuer ou ne pas être aussi conséquente que les prévisions de l'OPEP pour 2020. De ce fait, on a un marché qui est quand même tiraillé depuis plusieurs semaines dans ce range 41-44,5 avec une configuration technique quand même plutôt baissière d'essoufflement que de poursuite de la hausse. Mais force est de constater que pour le moment, ça tient et qu'on est dans une phase de stabilisation. Donc derrière, si on affine en données 4 heures, même si j'ai plutôt un sentiment baissier sur le pétrole pour ma part, en données 4 heures, pour le moment, le pétrole ne lâche rien et on est dans un range. Voilà, donc trading range, très clairement entre ces deux bornes. On est quasiment venu chercher la borne haute, on repart. Et bien évidemment, la sortie d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite, même si pour ma part, j'ai plutôt un biais baissier. Je vise quand même un retour sur les 41,5
Et je n'exclus pas aussi tout simplement l'objectif théorique, à savoir d'aller chercher au moins les 37,3. En cas de correction un peu plus profonde, 37,3 me paraît envisageable et tout à fait légitime face à la récente hausse assez fulgurante qu'on a eue au cours des dernières semaines. Le light, même constat pour le light. On n'a pas vraiment un range aussi propre en données 4 heures. Le range n'est pas aussi propre que sur le Brent, mais c'est une phase de stabilisation, encore une fois, entre notre niveau hebdomadaire à 42,2 et notre niveau de support trimestriel aux alentours de 37,75. Les taux se resserrent, comme toujours, pour le light, avec ces deux moyennes mobiles, la 50 et la 200, mais incapable d'évoluer dans une direction claire. On évolue plutôt en ordre dispersé, une séance de baisse, une séance de hausse, une séance de baisse. D'où cette phase de consolidation et de stabilisation. Donc, encore une fois, j'ai un avis plutôt baissier, mais j'attends avec patience la jointure qui risque de se faire assez rapidement entre la MM200 et la MM50 et les prix qui vont se retrouver bloqués entre ces deux niveaux de support et de résistance. Donc, à mon avis, il faut être patient sur le pétrole. On devrait avoir un mouvement impulsif au cours des prochains jours, prochaines semaines. Toutefois, en trading, il faut aller là où se passe l'action et très clairement sur le marché pétrolier depuis plus d'un mois, il se passe absolument rien. C'est un actif qui n'est pas très intéressant et donc d'un point de vue du trading, il est primordial d'aller là où se passe l'action, là où il y a le flux. Et actuellement, encore une fois, eh bien, on ne se passe pas grand-chose. C'est un marché de range pour les traders de range. Et encore, le range n'est pas très beau et il n'y a pas de quoi engranger beaucoup de points, je trouve, sur le secteur pétrolier, en tout cas. D'où l'importance d'être patient pour avoir un signal technique et là, potentiellement, on aura de l'action sur le pétrole. Mais pour l'instant, on est un peu dans une phase léthargique sur l'ensemble du secteur pétrolier. Pour terminer ce briefing, le Bitcoin qui lui stabilise. Cette droite ne représente rien. Alors, une stabilisation toujours du BTC. Un hebdomadaire bon, au-dessus des 10 009. Donc ça, c'est très clairement le pivot de la semaine à tenir pour aller chercher un peu plus haut. Retourner au moins sur les 12 000. Mais pas grand-chose à dire sur la crypto. Alors certes, on a eu l'avalement. Pour moi, je valide toujours pas cet avalement tant qu'on ne repasse pas sous les 10 900. Même si on est couplé à une divergence, mais pareil, si j'affine en données 4 heures, divergence baissière validée avec avalement daily, et toutefois on est sur support en fait. Donc tant qu'on est sur support avec soutien MM50, je ne passe pas baissier sur le BTC, je suis plutôt haussier. Enfin, j'envisage une phase de consolidation tout simplement entre ces deux niveaux. Voilà. Donc il faut parfois savoir invalider les divergences ou se mettre à l'écart. Et là, quand même, vendre un support soutenu par une MM50 assez pentue, donc plus la MM50 est pentue, plus elle fait office de support. Donc là, c'est très clairement le cas. Donc tant que les prix rebondiront dessus, eh bien, sentiment de consolidation, les prises de bénéfices, j'ai envie de dire plutôt une prise de bénéfices, comme je vous le disais, après une hausse de quasiment 30% en seulement quelques séances, 31% en seulement 13 jours. Il est légitime, encore une fois, les marchés ne montent pas jusqu'au ciel, du moins les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, d'avoir un repli, une prise de bénéfice, de respirer, de consolider, comment dire, reculer pour mieux sauter avant eh bien,
d'accélérer. Mais pour moi, premier niveau, aller chercher 12 000. Et la zone chaude, ça sera très clairement ce seuil technique à franchir pour aller chercher d'après les 13 000 points. Et pour le moment, phase de neutralité sur le BTC, phase de respiration, ça permet encore une fois de dégonfler tout simplement les indicateurs de momentum qui, encore une fois, étaient quand même surachetés à court terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, on se retrouve cet après-midi à 14 h pour faire un tour d'horizon complet sur l'ensemble des classes d'actifs dans les stratégies bourse Forex. Sinon, pour les autres, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.